Salut à tous et bienvenue dans mon bordel. Comme d'habitude, vous voyez mon superbe décor composé en grande partie de piles de BIOS. Bon bref, aucun rapport avec le concept de la vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de cette chose-là qui est une sorte de... Bon, on va dire que c'est une sorte de RAID matériel externe pour disque dur. En fin de compte, vous mettez deux disques durs là-dedans et bah ça vous fait tout simplement un disque dur externe en RAID 1 par exemple ou en RAID 0, hein, les deux sont possibles, qui utilise 2B. Vous voyez, ça utilise par exemple, vous prenez deux disques durs de 2 Teraoctets, ça vous fait un stockage de 2 Teraoctets, mais avec les données copiées en double. Pour information, cet objet m'a été proposé par la marque de la machine qui m'a contacté pour me demander si je voulais faire une vidéo là-dessus. Alors habituellement, c'est le genre de truc que je refuse ou que j'accepte avec des conditions extrêmement, on va dire, embêtantes pour les entreprises, et les entreprises au final abandonnent le truc. En l'occurrence, ce produit m'intéressait parce que je me suis dit, bah ça va être un super produit, ça, je m'attends à un truc bien, quoi, je m'attendais à quelque chose d'absolument excellent, mais comme vous pouvez peut-être vous en rendre compte déjà, rien qu'à l'inflexion de ma voix, ce produit est absolument désastreux, mais vraiment, vraiment très mauvais en fin de compte, et vous verrez que c'est, surtout, alors, commençons par le prix, nous sommes aux environs de 200 € pour quelque chose qui n'est qu'un simple disque dur externe sans les disques durs. Ah, je rappelle qu'il n'y a pas de disque dur, c'est juste le boîtier. C'est extrêmement abusif, surtout quand vous allez voir à quel point on va dire que le niveau qui a été mis en œuvre dans ce produit, et enfin voilà quoi, il y a du niveau en termes d'incompétence, hein, mais vraiment bien comme il faut quoi. Donc, première chose, mais je vais rentrer dans les détails plus tard, hein, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, on va juste voir le produit tel qu'il est. Je l'ai testé déjà très longuement, hein, avant qu'on me dise le gars, il commence la vidéo, il commence déjà par être négatif, gna gna gna, comme si j'avais pas testé le truc avant, quoi. J'adore les commentaires de YouTube, je sais pas pour quelle raison, mais à chaque fois que je regarde là-dedans, j'en sors avec une... comment dire... ma foi en l'humanité est renforcée. Je veux dire, mais à un point, vous vous rendez compte quand même à quel point, franchement, j'en sors en me disant « Oh, ça vaut le coup de se battre pour des gens comme ça. » Bon bref, arrêtons de tergiverser, de partir dans des concepts un peu plus philosophiques, disons, on est là pour parler d'un objet qui permet de mettre deux disques durs, un truc vachement plus terre à terre. Donc ça s'appelle TerraMaster F2, alors pour information, le nom complet c'est pas ça, c'est le F2 310, parce qu'il en existe un autre. Donc voilà, alors c'est un truc qui fonctionne en USB type C, bon ça veut dire qu'en fin de compte ça fonctionne en USB tout court, hein. Type C c'est juste le câble que vous utilisez à chaque bout, quoi, vous n'êtes pas obligé de brancher ça sur une prise type C, hein, bien entendu, vous pouvez utiliser un câble standard avec une prise USB standard, vous pouvez même l'utiliser sur de l'USB 1.1 si ça vous intéresse, même si franchement, limiter le débit à 1,4 MO par seconde serait un petit peu ridicule. Donc oui, en sachant qu'il est compatible USB 3.1, ce qui veut dire qu'en réalité, il est compatible avec le débit maximal que l'on peut avoir de nos jours sur des trucs externes, à moins d'avoir des prises assez spéciales. Il me semble que l'USB 3.1 fait partie des trucs qui se fait de mieux, c'est-à-dire 400 MO par seconde, voire même, en l'occurrence, j'ai pu mesurer 430, donc bon, après ça dépend de la façon qu'on mesure, donc voilà, 400 MO par seconde, on va dire environ. En pratique, c'est vraiment pas mal du tout, à savoir que c'est à peu près le débit que fait deux disques durs à plateau actuels en RAID 0, c'est-à-dire qu'en fin de compte, si vous utilisez ça en RAID 0 en interne dans votre ordinateur avec des ports Serial ATA, vous obtiendrez dans les 450 MO par seconde au maximum. Là, on se retrouve à 400 MO par seconde, donc on n'est pas tellement limité par l'interface, au contraire, hein, on peut atteindre des niveaux assez proches du maximum. Alors à l'intérieur de la boîte, on retrouve une prise anglaise, je sais pas pour quelle raison, ainsi qu'une prise européenne standard. Donc là par contre je comprends, donc je sais pas trop pourquoi il y a les deux types de prises, mais bon en même temps ça ne mange pas de pain. Ensuite vous avez ici un tout petit tournevis, mais alors juste inutilisable, hein, vraiment. Alors pour information, ce n'est pas fait pour visser les disques durs, hein, bien entendu. Vous avez ce petit tournevis qui permet de faire quelque chose que je vais vous montrer un tout petit peu plus tard, ainsi que cette chose-là n'est pas non plus pour sortir les disques durs du truc. Vous allez comprendre un tout petit peu plus tard, vous allez voir, c'est artisanal. Ensuite, nous avons une notice qui vous explique absolument pas comment ça fonctionne, c'est juste pour faire la promotion des autres articles de la même marque. Ensuite, nous avons des petits autocollants pour mettre sur les disques durs, pour savoir quel est le disque dur 1 et quel est le disque dur 2. Ensuite, vous avez ce câble donc USB type C avec le même truc à chaque bout. Alors ça, je trouve que c'est vraiment dommage parce que ils auraient mieux fait de faire en sorte d'avoir, vous savez, un adaptateur qui soit fourni avec, c'est-à-dire pour le brancher sur un USB classique. Je veux dire, pour ce que là, ça leur aurait coûté de mettre un adaptateur supplémentaire là-dedans, très franchement, c'est-à-dire que dalle, juste un truc pour transformer le type C en USB classique,
Franchement, ça aurait été bien. Bon, après, bon, c'est pas non plus un gros problème, vous pouvez acheter n'importe quel câble USB type C vers USB normal ou un adaptateur et ça fonctionnera. Hein. Et ensuite, vous avez ceci qui est tout simplement le bloc d'alimentation. Alors le bloc d'alimentation est fait par une entreprise que je ne connais absolument pas et surtout fait assez léger et très très souple. Hein. Je sais pas si vous arriverez à le voir parce que montrer une pression sur quelque chose en vidéo c'est toujours difficile, mais le plastique est extrêmement souple et très franchement je sais même pas si c'est aux normes étant donné que du plastique souple comme ça qui pourrait peut-être, ça se trouve il est cassant en plus d'être souple, hein. J'en sais trop rien parce que je vais pas faire l'essai de le péter en deux, mais voilà quoi, je veux dire normalement il y a des normes de sécurité assez strictes pour tout ce qui touche aux 220 volts. Donc bref, ensuite sortie 12 volts, 4 ampères. Alors 4 ampères c'est immense hein, pour une sortie 12 volts. Mais le problème c'est surtout que c'est faux. Parce que personnellement j'ai mis 2 disques durs dedans et il y a un gros problème avec ce boîtier. C'est que un disque dur essaye de s'allumer et l'autre disque dur on l'entend faire il s'éteint et il se rallume ensuite. Parce que le premier disque dur pompait tellement de courant que le deuxième n'a pas pu s'allumer parce qu'il pouvait pas pomper tout ce qu'il fallait pour pouvoir s'allumer lui avec. Donc en gros le truc se démarre en 2 étapes. En gros il doit démarrer en 2 fois. Et pour information c'est très mauvais pour les disques durs de faire ça parce que ça déclenche des avertissements smart pour dire oh là là votre disque dur va très certainement tomber en panne bientôt parce que il lui a fallu 2 fois pour démarrer. Et ça c'est n'importe quoi, c'est juste parce que l'alimentation est pas assez bonne et elle fournit pas assez. Et c'est complètement invraisemblable parce que ce genre de truc, c'est fait pour avoir normalement une fiabilité plus importante au niveau des disques durs. Pour quelle raison ? Eh bien parce que on utilise 2 disques durs en RAID 1, alors du coup, bah voilà, s'il y en a un qui grille, les données restent présentes. Eh bien force est de constater que ce truc-là qui permet logiquement d'avoir moins de problèmes de panne, est ensuite complètement annihilé par le fait qu'il nous donne une alimentation externe toute pourrie. D'ailleurs, j'ai essayé avec une alimentation externe qui était donnée avec un rack pour disque dur, une sorte de truc, vous mettez disque dur debout dedans et hop, vous pouvez copier ce que ça contient. C'est ce que j'utilise habituellement pour mes backups, hein, de toute façon. Et cette espèce de baie pour disque dur, donc, elle a une alimentation 12 volts, 2 ampères. Pas de problème de reboot de disque dur avec cette alimentation 12 volts, 2 ampères. Donc vraiment il y a un truc qui va pas avec cette alimentation. Hein. Et alors ça continue un petit peu parce que je vais vous raconter ensuite ce qui s'est passé à propos du câble USB. Donc le câble USB lui c'est toute une autre histoire. J'ai pris un câble USB qui était donné avec mon téléphone portable, un câble USB type C aussi, donc que je branche là-dessus et le machin fonctionne parfaitement bien. Ensuite j'essaye avec ça et là qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, cette chose-là se désynchronise. Alors, regardez la vidéo que j'ai fait. Alors, comme vous pouvez le constater, au début, ça marche bien. Alors je vais vous expliquer les fenêtres. Alors celle du haut à gauche, c'est juste un programme qui permet de copier des fichiers. Alors ça copie des fichiers dedans, enfin ça copie des fichiers. Ça copie tout simplement des blocs identiques du début jusqu'à la fin. C'est un peu la même chose qu'un truc façon scan disque, comment dire, examiner la surface du disque ou ce genre de truc comme il existait à une époque et existe peut-être encore aujourd'hui. Donc ça copie la même chose sur tous les blocs et ensuite ça vérifie si ce qui est dedans est identique à ce qui a été copié au départ. Et ça marque en gros les erreurs qu'il y a eu. Et la fenêtre qui est juste en dessous, donc en bas à gauche, c'est tout simplement les erreurs que détecte Linux à propos de la connexion. Ensuite, vous avez tout en haut à droite, cette fois-ci, c'est juste un test smart que je faisais en même temps. Et comme vous pouvez le constater, le test smart s'est annulé tout seul. On sait pas pourquoi, tout simplement parce qu'il y a eu un problème de déconnexion du lien. Puis ensuite, le lien s'est déconnecté encore pire, quoi, il y a encore pire, de plus gros problèmes encore, et là d'un coup, eh bien ça vient complètement de demander un reset en fait à la machine, parce que Linux a dit, bon ça marche vraiment trop mal, je reset le truc et on va voir si ça marche après un reset, parce que là la machine elle est en train de planter quoi. Et donc, voilà, et le truc, c'est que ça corrompt le RAID. C'est qu'en fait, quand la machine revient, bon là vous voyez qu'elle est revenue, mais qu'en plus d'être revenue, elle est revenue sous un nom différent, donc ça a fait échouer complètement le test du disque, mais voilà, quand elle revient, il n'y a que le disque dur qui est dans la baie numéro 1 d'ailleurs, et c'est celle du bas, la baie numéro 1, c'est pas celle du haut, c'est étrange. Et donc, bon voilà, donc il n'y a que le disque qui est dans la baie numéro 1 qui se réinitialise. Le deuxième, lui, il reste comme un con, comme ça, en se disant, mais qu'est-ce que je fous là ? Et donc, ça fait en sorte que bah, vous avez plus de RAID 1 en fait, vous avez un RAID rien du tout quoi, vous avez juste un disque dur externe standard dans une baie, et pendant ce temps-là, la deuxième baie, eh ben, elle se désynchronise quoi, elle contient une copie telle que c'était
avant que ça se désynchronise. Et celle-là contient les données fraîches, celle-là est complètement... Enfin, je veux dire, elle contient les fichiers avant que ça se désynchronise, tout bêtement, c'est tout aussi simple que ça. Le truc, c'est qu'on ne peut pas resynchroniser les deux trucs, parce que, bien entendu, c'est du RAID 1, et normalement, c'est le RAID 1, quand c'est désynchronisé, quand il y a un disque dur qui tombe en panne, on le remplace, on met autre chose, et hop, ça resynchronise automatiquement, ou on a un moyen de resynchroniser même quand on n'a pas changé de disque dur, normalement, mais là, il n'y a pas. Donc on peut pas. Je sais pas pourquoi, mais le fait que Linux, et ça peut être le cas de n'importe quel système d'exploitation qui détecte que le lien marche mal, donc n'importe quel système d'exploitation qui reset le lien USB en plein milieu d'une copie, va désynchroniser les deux B, ce qui veut dire que si vous avez des données importantes là-dedans, eh bien, il vous suffit de tomber une seule et unique fois pendant une fraction de seconde sur un câble USB ou qui déconne, ou un câble USB mal branché, et vous avez perdu votre sécurité, vous avez perdu votre redondance, vous avez perdu le fonctionnement auquel cette chose, enfin voilà, cette chose-là est censée servir à faire un backup, on va dire, fiable. Ce n'est pas le cas du tout. Et vous savez ce que c'est le pire en plus, c'est que le câble USB en question qui déconne avec cette chose-là, il fonctionne parfaitement bien avec mon téléphone, donc je ne sais pas si c'est que le câble est foutu ou si c'est ça qui est foutu. Un autre truc qui est complètement incroyable, c'est regarder derrière. Donc voici à quoi servent ces petits outils. C'est pour passer d'un mode RAID à l'autre. Donc je vais vous montrer tout de suite ça, je vais sortir mes petits outils complètement débiles, vous pouvez utiliser n'importe quoi de toute façon pour faire ça. Donc hop hop hop. Donc vous avez ce truc là qui permet d'appuyer sur le bouton reset. D'ailleurs, je me rends compte que c'est le pire truc pour sortir une carte SD que j'ai vu de ma vie en termes de solidité. Je veux dire, voilà, bon, on s'en fout de toute façon que ce soit pas solide, mais bon, voilà, on voit quand même que s'il y avait des économies de bout de ficelle à faire quelque part, ils les ont fait, mais alors partout. Donc, voilà, donc vous avez besoin de ce tournevis pour pouvoir tourner ça. Ça permet de choisir le mode, vous avez une petite flèche qui montre vers le mode Big, vers le mode JBOD, le mode RAID 1, RAID 0, donc vous choisissez le mode, et vous savez ce qui est le plus drôle, c'est que la première fois que j'ai utilisé, le mode Big était bien là, et le mode JBOD était bien là. Et maintenant, va comprendre pour quelle raison, quand je mets sur mode Big, ça met en JBOD, et quand je mets en JBOD, ça met en mode Big. Comment ça a fait pour s'inverser? Quel est le problème à l'intérieur de ce firmware à la con qui fait que c'est capable d'inverser les options sur un variateur? C'est quand même un truc de taré de voir. Enfin bref, on s'en fiche. Donc ensuite, ici, vous avez un truc qui permet de faire... vous avez un petit interrupteur, en fait, en dessous de ce trou, mais cet interrupteur n'est marqué nulle part. On sait pas à quoi il sert. Donc voilà, bon. Et là, il y a l'interrupteur reset. Alors, à quoi sert l'interrupteur reset? Eh bien, vous choisissez RAID 0, par exemple, et vous appuyez longtemps dessus, et hop, ça passe en mode RAID 0. Donc c'est très facile de bousiller toutes vos données que vous avez dans un RAID 1, parce qu'il suffit que quelqu'un passe derrière, appuie, mette sur mode 0 et appuie sur reset, mais bon, ça c'est pas un problème non plus, parce que sinon, ça serait vraiment... Enfin, je vois pas trop comment on pourrait faire ça, on va pas mettre un digicode dessus ou je ne sais pas quoi, mais voilà, bon, ouais, si, à la limite, un truc qui aurait été sympa, ce serait qu'il y ait une plaque par-dessus qui se visse. À la limite, c'est vrai que ça permettrait peut-être de rendre le truc un petit peu moins accessible à n'importe qui, ça risque de décourager les moins perturbateurs d'entre nous. Donc bref, voilà. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous avez des petits racks comme ça. Alors les racks sont faits d'une manière assez spéciale, quoi. Le devant est en plastique, mais cette chose-là est en métal. Ça bouge complètement dedans, quoi. C'est pas ajusté de manière particulièrement excellente. Mais bon, voilà, bon, ça fait le job. Très franchement, je m'attendais, comment dire, je me suis pas attendu à quelque chose de mauvais au niveau des racks, mais et au final c'est pas mauvais non plus, quoi. Voilà. Ensuite vous avez deux racks, hein, comme vous pouvez le constater, c'est très simple. Donc HDD1 et celui du bas, parce que oui, en effet, il y a des LED dessus avec marqué HDD1 et HDD2. Donc bon voilà, donc ça a une importance de savoir lequel est le 1 et lequel est le 2 dans ces trucs-là, parce que si vous avez HDD1 qui déconne, il faut savoir que HDD1 c'est celui-là du bas en réalité que vous devez remplacer, pas celui-là du haut. Donc bon, d'accord. Donc j'ai mis deux disques durs. Alors au départ j'avais mis deux Seagate, puis ensuite j'ai mis un Seagate et un Toshiba, puis ensuite j'ai mis deux vieux Seagate plus anciens pour voir d'où venait le problème en fait que j'ai avec le firmware du truc. Mais non, ça fait pareil avec n'importe quel disque dur. Alors pour ce qui est de la façon dont sont fixés les disques durs, c'est tout simple, hein, c'est des vis qui sont données avec. Il faut que ce soit les vis qui soient données avec, soit dit en passant, parce que sinon ils rentrent pas forcément dans l'espèce de truc là qu'ils ont mis, c'est-à-dire en fait c'est troué comme vous le voyez, et si vous prenez une vis un peu trop large, bah ça marchera pas, et si vous prenez une vis un peu trop épaisse, bah ça marchera pas non plus. Donc bon, heureusement, il y a d'ailleurs une vis en trop, il me semble, dans ce qu'ils ont donné, il y a une vis de spare, on sait jamais, hein, bon, pourquoi pas. Donc, mais sinon, un truc à savoir, c'est que si vous enlevez le disque dur,
eh bien vous êtes obligé de mettre ces espèces de petits bouts de métal ici là pour pouvoir empêcher les deux côtés en métal là qui sont là de ne pas rentrer dans les rails parce que c'est extrêmement souple quand il n'y a pas de disque dur dedans. Donc si vous mettez pas ce truc pour garder l'écartement précisément tel que ce serait s'il y avait un disque dur, et c'est donné comme ça d'origine, hein, quand vous l'achetez, vous avez ces espèces de petits trucs à enlever, et bien quand vous le rentrez dedans, et bien tout bêtement, bah, ça marche pas bien quoi. Vous rentrez le truc dedans, et je ne sais plus ce que je disais. Oui, voilà, et le truc se resserre et tout ça, ça va buter contre les rails, etc. Enfin bon, ça va tout tordre, ça va tout bousiller. Donc bref, vous allez me dire que je chipote, mais en fait, je pars du principe que ce produit est déjà un mauvais produit, donc bah, autant vous rappeler tout ce qui va pas avec. Donc vous avez vu aussi un autre truc, peut-être que vous l'avez déjà remarqué, que vous vous êtes fait la réflexion. Vous avez vu ce logo, il ressemble quand même énormément à celui de Cooler Master. Hein. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le démonter tout bêtement pour essayer de comprendre comment c'est foutu là-dedans. Un truc que je peux vous dire aussi, qui vient de me revenir à l'instant, c'est que le ventilateur est extrêmement bruyant. Pour faire mes tests, j'ai fait fonctionner cette machine donc allumée pendant la nuit, pas trop loin de là où je dors, tout bêtement, et bon, en même temps, faut dire, quand on vit dans un appartement, c'est un peu difficile de trouver un endroit où on ne dort pas exactement, quoi. À moins de l'enfermer dans les chiottes, je sais pas. Donc bref, qu'est-ce que je disais sinon? Ouais, et donc, bref, le ventilateur est extrêmement bruyant, je m'attendais à un truc beaucoup moins bruyant, mais vraiment beaucoup moins. Alors à l'intérieur, le système RAID matériel qu'il y a là-dedans est sûrement le pire que j'ai vu de toute ma vie, parce que quand on voit tous les problèmes que ça pose, quand on voit les problèmes de firmware, comme par exemple, tiens, oh, et si j'inversais deux options sur le sélecteur, on sait pas pourquoi, enfin, quand on voit ce genre de truc, très franchement, on se rend compte que c'est vraiment pas du bon boulot, quoi. Ou le gars qui a fait le firmware, si c'est pas le firmware, si le firmware n'est pas fait par le constructeur de la puce, ou la puce elle-même est une calamité, quoi. Alors, si je remarque bien comment c'est foutu là-dedans, ça ressemble énormément à comment c'est fait dans ces espèces de petits NAS, vous savez, les espèces de NAS pas chers, là, comment ça s'appelle ces trucs? Oui, bah, des NAS pas chers en boîte, là, je sais pas comment, je sais même pas si c'est un nom spécial, en fait, pendant que j'y pense. Mais voilà, ce genre de truc, où on met deux disques durs et tout, c'est exactement la même construction. Vous avez une sorte de PCI Express, sur lequel ensuite sont mis deux serial ATA l'un après l'autre, hein. C'est pas du vrai PCI Express, hein, c'est juste un truc comme ça, parce que ça coûte pas cher, parce que le PCI Express est une prise qui existe déjà, donc autant la recycler. Ah oui, un autre truc que je peux dire, alors vous voyez les vis sont en dessous des crampons, donc un autre truc que je peux dire, c'est que franchement, ce truc là fait des vibrations dans tous les sens, quoi. C'est vraiment, les disques durs sont super mal fixés. Ah mince, trop gros. En tout cas, très franchement, pour les vibrations, ça c'est impardonnable. Je veux dire, on est en train de... Oh là là, c'était à peine vissé. Non mais, oh là là, mais c'est même pas serré, quoi. Mince, faites quelque chose, faites un effort, quoi, je sais pas. Bon, est-ce que ça tient encore sur quelque chose d'autre? Je suis pratiquement certain que c'est aussi vissé ici. Ouais, voilà, ça enlève intégralement l'intérieur du... Donc, enlevons tout ça. Ouais, visiblement, ça s'enlève comme ça. Pouf. Tac, tac, tac. Regardons. Bon, il va y avoir encore besoin d'un petit peu de démontage. Alors, comme vous le voyez, l'intégralité du truc est en métal, là, ici. Donc, c'est pour ça que je me disais, oh, ça va être sûrement un bon produit et tout ça. Ils ont fait l'effort de prendre du métal et tout, voilà. Mais non, ils ont mis un de ces vieux ventilateurs à roulement à billes, d'ailleurs, qui vient de quelle marque? Qui vient de chez Yeon, oui, bah, je ne sais pas ce que c'est cette marque, ça se trouve c'est une marque connue, mais en tout cas moi je la connais pas. Bon, voilà, bon, ça, tant mieux, mais en tout cas c'est pas un ventilateur silencieux, ça c'est clair. Hein. Vous savez, en plus le problème c'est que on peut en trouver pour presque 2 fois moins cher, des trucs comme ça d'autres marques. On peut en trouver pour presque 2 fois moins cher. Ils sont aussi désastreux, hein, donc achetez-en pas non plus. Hein. Franchement, le RAID 0 externe comme ça, ça a l'air d'être le RAID 0, oui, et le RAID 1 externe surtout, parce que c'est surtout ça qui est intéressant et c'est surtout ça qui est raté en l'occurrence. Eh bien, qu'est-ce que je disais? Oui, bah voilà, bah, c'est franchement, c'est pas au point là pour l'instant. Et donc, ces espèces de trucs moins chers, la seule différence qu'ils ont en termes de défauts et tout ça qu'ils peuvent avoir, c'est tout bêtement le fait que, eh bien, le ventilateur s'use trop vite. Alors eux, leur idée, ça a sûrement été de faire en sorte de, au lieu de se dire, bon bah on va acheter un meilleur ventilateur, ils se sont dit, bon bah on va mettre un ventilateur avec un roulement à billes et embêter tout le monde parce que il n'y a pas de thermorégulation et donc du coup ça fait un bruit épouvantable. Non, très franchement, je comprends pas très bien la construction de ce truc. Hein. Voilà, donc ça c'est fait. Tac. Maintenant, on va peut-être enfin pouvoir voir
à quoi ressemble ce truc. Putain, mais c'est pas vrai, ils veulent vraiment qu'on enlève tout pour pouvoir... Parce que je peux même pas démancher cette carte, parce qu'elle bute contre le métal à l'autre bout, et ils ont pas mis assez d'épaisseur pour pouvoir débrancher ça sans dévisser tout le bordel. Purée. Ah oui, donc un autre problème que j'ai constaté avec cette machine, c'est que quand vous insérez un disque dur dedans, très souvent c'est pas en face des ports Serial ATA, donc vous forcez comme un teubé, j'ai peur que ça les pète quoi, parce que c'est très difficile voilà, je sais pas pourquoi, j'ai un des racks qui rentre parfaitement bien, et l'autre qui rentre pas, va comprendre. Alors aussi je me suis posé la question si c'était pas à cause du fait que le disque dur, enfin qui est un des emplacements, en fait, qui soit par exemple mal soudé, et que ce serait ça qui déclencherait mon fameux bug, qui fait en sorte que le RAID 1 se désynchronise de manière irrémédiable et irrécupérable. Eh bien, ce que j'ai vu en fait, c'est que non, c'est pas ça, parce que j'ai essayé de mettre qu'un seul disque dur dans une DB et qu'un seul disque dur dans l'autre B, l'un après l'autre, et non, ça change rien en fait, ça change absolument que dalle. Donc vous pouvez, enfin voilà, le bug se produit qu'il y ait un disque dur dans une B ou qu'il y ait un disque dur dans l'autre. Donc voilà, niveau électronique, ça a l'air d'être d'être complexe, hein. Là, il y a vraiment rien du tout. Il y a rien du tout d'électronique là-dedans qui a vraiment une importance en termes de fonctionnement. Oh, la prise a été collée pour pas que je puisse la débrancher, d'accord, merci, c'est génial. Là, nous avons de la vieille colle à la con. Et en termes d'électronique, il y a juste ce tout petit composant ici. C'est juste ça qui fait le RAID. Il n'y a rien d'autre. Et c'est fait par AS Media, une marque relativement connue, on va dire. Pas forcément la marque la plus connue du monde, mais une marque relativement connue. Et j'ai déjà eu des problèmes avec leur truc d'ailleurs, soit dit en passant. Et je sais plus en quoi c'était. C'était peut-être un contrôleur USB qui était foireux chez eux, qui fonctionnait qu'avec... ouais, il fonctionnait pas avec un disque dur externe, mais tous les autres trucs passaient dessus, et si je branchais le disque dur externe sur n'importe quel autre truc, ça fonctionnait. Donc je sais pas, un souci en termes de respect des normes USB 3, ce qui est peut-être le cas d'ailleurs avec ce truc-là, soit dit en passant, étant donné les problèmes que j'ai. Et donc ensuite pour le ventilateur, à ce que je vois, ils utilisent une prise propriétaire, pas une prise standard, alors qu'ils auraient pu utiliser un ventilateur standard et une prise standard, ce qui nous aurait permis de pouvoir le remplacer contre un truc moins bruyant très facilement. Donc oui, en effet, nous avons bien deux switches, Switch 1 et Switch 2, soit dit en passant. Ils ont même pas nommé les switches sur la carte, donc on ne saura toujours pas à quoi sert Switch 1, qui marqué nulle part. La notice n'en parle pas non plus. La notice est très succincte, hein. Il n'y a absolument rien. Donc bref, nous avons un composant de chez AS Media, et je ne sais pas trop ce qu'il a, ce pauvre composant, mais très franchement, il fonctionne très mal dans mon cas. Alors je sais pas ce qui s'est passé, est-ce que c'est un souci de firmware, est-ce que le composant n'a pas de firmware modifiable, ce qui serait pas étonnant, le firmware, donc c'est un souci de composant, je sais pas, aucune idée. Donc bref, et le plus drôle dans tout ça, c'est que la marque qui m'a fourni ce truc-là m'a dit que, en gros, ce produit n'était pas compatible avec Linux après avoir remarqué le problème que j'ai, à savoir que ce problème, je l'ai aussi sous Windows, hein, bien entendu. C'est pas du tout un problème qui vient de l'ordinateur. De toute façon, Linux, en termes d'utilisation d'un stockage en USB, je veux dire, il utilise les mêmes protocoles que tout le monde. Il utilise exactement, enfin, il suit les normes qui sont juste standards, quoi. Les normes qui existent depuis toujours en termes d'utilisation d'USB avec le fameux USB Mass Storage, ce genre de truc, quoi. Rien de spécial à signaler là-dessus, quoi. Et le truc, c'est que s'il y a un problème, c'est parce que ce truc ne suit pas les normes. Et si ce truc ne suit pas les normes, eh bien, ça veut dire que, imaginons qu'il y ait un système d'exploitation qui change sa façon de gérer les disques durs externes, etc., de manière très légère, tout en gardant, bien entendu, un suivi parfait des normes. Et bien ce truc-là, étant donné qu'il ne l'est pas aux normes, ça marche pas. Donc bref, le truc qui est assez amusant aussi là-dedans, c'est que, très franchement, le problème que nous avons là-dedans est un bug hardware complet. Parce qu'en réalité, le truc qui se passe, c'est que un RAID matériel, logiquement, devrait complètement empêcher les instructions de passer du port USB, enfin, peu importe, et d'aller vers les disques durs sans passer par un traitement à l'intérieur du composant. Parce que c'est du RAID matériel, et que bien entendu si on envoie une commande, il faut que les deux disques durs puissent l'exécuter en même temps, ou ce genre de truc, enfin il faut faire un traitement là-dessus. Et quand on envoie une commande ATA reset dessus, en fait ce qui se passe, c'est qu'il envoie cette commande,
Et qu'est-ce qui se passe? Il l'envoie qu'à un seul disque dur. D'ailleurs, un autre truc qui est marrant, c'est que si on veut utiliser Smart, habituellement on peut pas utiliser Smart à travers un RAID matériel, parce que bien entendu, ça voudrait dire enfin voilà, c'est juste impossible, quoi. On ne peut pas accéder à Smart à travers un RAID matériel, parce qu'il y a 2 disques durs qui sont compris comme si c'était qu'un seul disque dur. Donc c'est impossible. Le truc qui est marrant avec ça, c'est que ce composant-là fait filtrer les instructions, fait filtrer toutes ces commandes bizarres, etc., genre Smart et compagnie, seulement sur le disque dur 1. Donc en gros, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut accéder aux données Smart du disque dur 1, mais pas du disque dur 2. Donc je pense qu'en fait, le problème, c'est que cette chose-là ne fait pas son boulot comme il faut, et c'est un problème de puce. C'est vraiment un problème de composant qui est pourri, quoi, tout bêtement. Et le problème, et je vous le répète à nouveau, c'est que quand on envoie une commande ATA reset, elle va au disque dur 1 qui se reset, et le deuxième disque dur ne se reset pas. Et alors que normalement, ce qui devrait se passer, c'est que, étant donné que c'est un RAID matériel, la commande ATA reset devrait rentrer là-dedans, être interprétée par ce truc-là et ne jamais parvenir au disque dur. Ce truc-là devrait tout bêtement interpréter cette commande ATA reset et dire « Ah tiens, on m'a envoyé un ATA reset, alors je fais le reset de tout le RAID ». Et envoyer individuellement des commandes ATA reset, etc., reset direct aussi le contrôleur, etc., etc., comme il faut, quoi, tout bêtement, je veux dire, c'est n'importe quoi ce qui est fait là-dedans, et c'est d'un chip complet, hein. Vendre ça 200 €, c'est juste, j'y crois, non mais juste, je veux dire, t'as un composant qui est à peine plus complexe que ce qu'il y a à l'intérieur d'un disque dur externe, standard, sans RAID, avec juste ça, qui contient aucune électronique, hein, juste quelques condensateurs et de quoi identifier les ports, etc. Bon bref, il n'y a rien d'intéressant là-dedans, rien de complexe. Un ventilateur, une boîte en métal, et un mauvais câble USB type C, et un mauvais bloc d'alimentation, et c'est tout. C'est franchement, ça vaut 40 €, même pas. Outrageux tellement c'est mauvais, c'est outrageux. Donc bref, je sens que je ne vais jamais entendre parler de cette entreprise, bien entendu, ça paraît logique, et très franchement, c'est toujours à contre-cœur, hein, que je fais ces vidéos sur des produits que je trouve relativement mauvais, parce que à l'origine, ou même carrément complètement horrible, hein, mais parce que à l'origine, ce truc-là, je me suis dit, purée, du RAID matériel externe comme ça, je me suis dit mais ça va être super pour les sauvegardes. Quand j'ai testé ce truc, je me suis dit bon ok, c'est un peu cher, mais si ça fait le job comme il faut et que ça le fait vraiment bien, eh bien il n'y a pas de raison. Mais ça fait mal le job, c'est extrêmement cheap, c'est fourni avec un bloc d'alimentation de merde. Alors je veux dire, quand on fait du RAID 1, on veut une bonne sécurité des données, donc alors on va faire une synthèse de tout ce qui va pas. Première chose, ce n'est pas un vrai contrôleur RAID, ça c'est de la merde ça. Ça c'est rien, ça c'est juste un truc qui va envoyer en double les commandes d'écriture vers 2 disques durs et qui ne sait absolument pas, rien, pas du tout, gérer toutes les intrications qui concernent le RAID, quoi. Ce truc-là est minimaliste au possible et n'a absolument aucun sens quand il est utilisé dans un système aussi complexe que ça. Ça ne devrait pas exister dans un truc comme ça, parce qu'il n'y a rien pour gérer de manière satisfaisante tous les problèmes de panne qu'il pourrait y avoir, ainsi que tous les problèmes qu'il pourrait y avoir en utilisant du matériel qui va pas, ou des choses de genre par exemple en utilisant des disques durs qui consomment un peu trop, ou des choses comme ça, vous avez plein de problèmes, parce que je parlais du bloc d'alimentation, mais ce truc-là a aussi un impact sur le démarrage des disques durs, parce que si ce truc a été bien conçu, il aurait démarré les disques durs l'un après l'autre, au lieu de démarrer les disques durs les deux en même temps, pour pomper moins de courant, parce que le courant que consomme un disque dur au démarrage des plateaux est beaucoup plus important que le courant qu'il utilise quand il est en fonctionnement, rotation, on va dire juste pour maintenir la vitesse actuelle, quoi. Donc il démarre le truc, dès qu'il a fini d'accélérer, on démarre le deuxième. Bah ce truc-là ne sait pas faire ça, enfin bref, c'est extrêmement cheap là-dessus. Nous avons un ventilateur qui fait partie des plus bruyants que j'ai vu depuis un bail. Le truc est extrêmement mal testé aussi, enfin bref. La liste va vraiment jusqu'à je ne sais où, hein. Franchement, c'est clairement l'un des plus mauvais produits en termes de stockage que j'ai vu de toute ma vie. Et pourtant, dans les produits en termes de stockage, j'ai vu des trucs très mauvais, en termes notamment de boîtiers pour disques durs externes, des trucs comme ça. Cette chose-là, à cause de son prix notamment, a gagné la palme, parce que oser vendre ça entre 100 et 200 €,
C'est juste pas possible. Ça devrait même pas être à 50. Je sais même... Enfin, je veux dire, faites la même chose en plastique, vous pouvez fabriquer ça pour 10 euros, quoi. Vous pouvez fabriquer ça pour 10 euros, même pas. C'est juste... Regardez-moi comme c'est simple, ce truc. Bref, je pense que je vais arrêter là. En tout cas, bon, pour résumer le problème avec ce truc-là, pour bien vous expliquer ça, parce que au cas où vous ayez toujours pas compris, le problème, c'est que ce truc-là est fait pour permettre aux données d'être mieux sécurisées, en fait, à l'intérieur de sa machine, mais ça fait tout l'inverse. Parce que le RAID se désynchronise sans aucune raison, un câble USB foireux peut suffire à désynchroniser le truc à perpète, et pas juste temporairement, il suffit d'attendre que la reconstruction du RAID se fait, parce qu'elle ne se fait pas. Donc en gros, juste un câble mal branché ou un mauvais câble va complètement bousiller vos sauvegardes, parce que il faudra ensuite retrouver lequel des deux disques est celui qui contient les bonnes données au bon moment, etc. Et encore, je ne fais absolument aucune confiance en termes de corruption que pourrait faire ce truc-là au moment où il décroche. Enfin bon, bref, peu importe. C'est voilà. Et le truc qui va encore plus loin pour empêcher la chose, c'est que d'être utile, c'est que vous avez une mauvaise alimentation. Vous avez une alimentation qui est juste encore plus mauvaise que celle qu'on trouve habituellement avec les disques durs externes standards. Et elles sont déjà mauvaises, ces alimentations. Donc voilà, je pense que j'ai plus rien à ajouter là-dessus. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Et franchement, ben voilà, si vous avez envie d'un truc comme ça pour utiliser des disques durs, bah malheureusement, je sais pas quoi vous conseiller parce que il y a tellement peu de produits de ce genre-là qui existent. Le mieux que je peux vous conseiller, c'est de vous fabriquer un NAS avec un vieux PC, tout bêtement. Ça reste à des années-lumière mieux en termes de tout, quoi. En termes de tout, et même en termes de silence, parce que ce truc-là, bon, ça en fait un bruit épouvantable.